Bonjour, bienvenue à cette conférence dont le thème sera le cinéma peut-il contribuer à reconstruire la paix? Nous sommes CUT, Cinéma Uni pour la Transition, une association qui a pour ambition d'accompagner les professionnels du cinéma vers un modèle plus juste et plus durable. On est très heureux d'être désormais résident du consulat, qu'on accompagne dans la création du lieu et qui nous accompagne aussi dans l'organisation de nos événements. Vous avez la chance d'assister à une conférence en présence de Christian Carion, pardon. Oui, alors que vous, c'est tellement plus simple. Radou Mihailehanu, je m'en sors beaucoup mieux, bizarrement. Le tout modéré par Cyril Dion, l'un des cofondateurs de l'association. Bonne conférence. Et je rappelle aussi que toutes ces conférences seront disponibles après, en replay vidéo et en podcast sur le site de CUT. Voilà, bonne conférence. Juliette Vigoureux. Bonjour tout le monde. On est très heureux d'être là avec vous, même si on a un peu de concurrence. La fête de l'UMA, manif, place de la République, c'était pas si évident que ça. Mais donc merci d'être avec nous pour parler de cinéma et de paix. On a deux réalisateurs que je connais, hein, donc je vais pas faire semblant de les vous voyez, qui sont même plutôt des copains, qui ont déjà à leur actif une œuvre foisonnante. Vous avez peut-être vu Va vie et devient de Radou, vous avez peut-être vu Le Concert, vous avez peut-être vu La Source des femmes, vous avez peut-être vu Joyeux Noël de Christian Carion, Une hirondelle a fait le printemps, L'affaire Farewell, Mon garçon. Et donc aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de la capacité que le cinéma peut avoir de contribuer à la paix. On voit qu'on est dans un monde qui est à nouveau en guerre, enfin qui a peut-être jamais cessé de l'être, mais en tout cas qui est en guerre de façon plus saillante. Peut-être parce que c'est plus proche de chez nous en ce moment, que ce soit la guerre en Ukraine ou que ce soit ce qui est en train de se passer à Gaza. On voit que la guerre n'est pas simplement sur le terrain des armes, mais qu'il y a une guerre idéologique aussi qui est extrêmement puissante. On voit une montée de l'extrême droite assez généralisée dans le monde. On voit une société qui commence à se fragmenter avec des gens qui ont de plus en plus de mal à se parler, qui sont pris dans des bulles de filtre, à la fois des réseaux sociaux, mais aussi des médias qui peuvent regarder. On sait que quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, Fox News, on n'a pas l'impression de regarder le monde par la même fenêtre que si on regarde CNN. Et ces populations qui semblent devenir de plus en plus irréconciliables ont certainement besoin de trouver des endroits dans lesquels elles peuvent retrouver une forme d'interprétation subjective du monde commune. Finalement, nous les êtres humains, nous passons notre temps à regarder le réel à travers notre petite fenêtre de façon subjective. Et vivre ensemble, construire de la démocratie, c'est trouver des consensus sur nos visions subjectives du réel. C'est nous accorder sur une interprétation subjective du réel. Est-ce que le cinéma peut nous aider à faire ça? Ça va être notre conversation de cet après-midi. Je voudrais commencer avec toi, Radou. Comme je le disais à l'instant, on vit un conflit absolument terrible en Israël, et particulièrement à Gaza. Il y a quelques années, tu as réalisé un film qui s'appelle Va vie et devient, qui est vraiment en prise avec l'actualité de façon assez saisissante. Est-ce que tu pourrais commencer pour les personnes, qu'est-ce qui a vu Va vie et devient dans quelques personnes? Alors pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, est-ce que tu pourrais déjà commencer par raconter brièvement, faire un petit pitch du film? Le pitch du film, c'est simple, c'est l'histoire d'un enfant éthiopien chrétien qui est en train de mourir avec sa famille, avec sa mère surtout, puisque les autres membres de la famille étaient déjà morts dans un camp de famine au Soudan dans les années 80. Et sa mère, voyant qu'il y avait quand même quelques familles de juifs éthiopiens
qui étaient arrivés dans le camp clandestinement et qu'eux, ils étaient sauvés clandestinement par l'État d'Israël, la mère a l'idée de pousser son fils violemment, de se faire passer pour juif, donc étant le fils d'une mère juive qui venait de perdre son enfant, pour le sauver, pour aller en Israël. Et le condamnant, entre guillemets aussi, à toute sa vie mentir, de dire qu'il est juif alors qu'il est chrétien. Donc voilà, et après on suit son destin en Israël avec ce mensonge, avec le manque de sa mère qu'il espère retrouver un jour, et voilà toute sa trajectoire de l'âge de 8 ans jusqu'à à peu près une trentaine d'années. Donc à travers lui et son histoire et toutes ces années en Israël, on traverse un peu l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient à travers lui, et avec cette ambiguïté d'identité. Quelqu'un qui est chrétien, qui doit se faire passer pour juif, qui doucement devient israélien, un peu juif, où il combine les deux identités, et la nostalgie de ce qu'il est vraiment, de l'Éthiopie, de l'Afrique et de sa mère. Donc voilà, grosso modo, le pitch. Maintenant, c'est pas parce que j'évite pas ta question sur le Moyen-Orient d'aujourd'hui qui est très polémique, je sais. Juste, je vais revenir un peu à ton introduction parce que j'aurais adoré que ça soit Christian qui commence parce que je vais être très pessimiste. Je vais être très pessimiste en espérant garder un peu de lucidité. J'avoue que je suis un peu désespéré depuis un moment. Déjà, depuis toutes ces dernières guerres, l'Ukraine... qui est incompréhensible, comme tu dis, de jugement. Et avec le 7 octobre, il s'est passé une chose encore supplémentaire qui était déjà en gestation. C'est effectivement qu'on est arrivé dans une civilisation de confusion totale du vrai et du faux. Et donc, on a perdu les fondations. Et on est dans une civilisation aujourd'hui désespérante parce que c'est comme une plaque tectonique qui n'a plus de cap, qui n'a plus de direction, qui n'a plus de passé, qui n'a plus rien. Et ça, le 7 octobre l'a énormément accentué, où tout est devenu vrai, faux, et avec les conséquences dans le monde entier, et en France énormément, et on le subit encore aujourd'hui. On a vu les dernières élections législatives et les conséquences après. Je ne dis pas que c'est la faute du Moyen-Orient, tout ce qui se passe, mais toute cette ambiance de destruction de la réalité objective, même si ça n'existe pas une objectivité 100%, pour moi, c'est une grave crise de notre civilisation. C'est-à-dire, on ne sait plus quelles sont nos bases. Donc, pour venir à l'art, je suis désolé de constater, et c'est pas parce que c'est mon métier, j'aurais adoré dire je suis un héros et grâce à mes films, voilà, dire que Christian est un héros, si tu préfères. Je vais construire la paix ou je vais la reconstruire dans le monde. On fait du cinéma depuis plus de 100 ans. Il y a eu 50 000 chefs-d'œuvre dans le cinéma qui nous ont nourris, nous, cinéastes, qui ont nourri beaucoup de spectateurs, et ça n'a rien changé. Il y a eu tout l'art, toute la culture qui aurait pu nous nourrir et effectivement nous diriger vers plus d'intelligence, de conciliation, d'adoption de l'autre, de toutes ces couleurs de l'autre, et de dire c'est ma richesse à moi aussi. Mais je constate que non. Je constate que c'est pire qu'avant, parce qu'à chaque fois l'homme a le talent d'inventer des antidotes de la beauté, et je reviendrai à la beauté. Les réseaux sociaux, c'est criminel pour notre civilisation. C'est criminel parce que c'est de là où part que toute idée fausse est vraie. Et que on voit la campagne de Trump, on voit tout ce qui se passe, et on voit ce qui se passe chez nous. Et maintenant, bon, j'ai eu une lumière, mais qui est très mince. Bon, je suis triple grand-père, donc je me dis, mais il est inadmissible. Le monde que j'ai construit est intolérable, et m'est intolérable de donner ça en héritage à mes petits-enfants. Et je me dis, mais il faut qu'ils nous jugent, on est des criminels. Et il m'est arrivé une petite once d'espoir pour revenir à l'art, à la culture.
Il y a eu, après le 7 octobre, un grand spectacle, tout ça, qui a réuni beaucoup d'institutions juives où j'ai été invité à Pleyel. On était plus de 2000 spectateurs, donc tous très pro-Israël, etc., choqués par le pogrom, tout ça. Et sur scène était invité André Manoukian, pas juif, arménien, bon, peut-être petite histoire commune, un musicien indien qui jouait de la tabla et une chanteuse franco, je sais plus quoi. Et il y a eu des discussions philosophiques, rien concernant le judaïsme. Pour 2000 juifs, tous tendus et tous fâchés, qui espéraient en découdre quelque part, et moi compris, c'est-à-dire je le reproche. Et pendant 2 heures, André Manoukian nous a amenés dans un voyage musical philosophique. On a oublié la réalité. Et on a été conquis par la beauté, juste la beauté. Et il y a eu quelque chose, il y a eu voilà, une fraternité de tout le monde avec les gens qui étaient sur scène, l'Indien qui était formidable. Et là, en sortant, je me suis dit, voilà, ce que je peux offrir encore à mes petits-enfants, c'est la beauté. Et l'éducation à la beauté, que je dirais obligatoire. Et dans la beauté, j'inclus le langage, j'inclus la respectabilité de l'autre, etc. Donc, on revient à la culture. Mais je me dis, si on arrivait à l'éducation et éducation à la beauté, et qu'on arrête d'éduquer juste à la haine, d'éduquer... Je me rappelle quand j'ai commencé à faire du cinéma, on me reprochait beaucoup les bons sentiments. Donc, j'étais emmerdé, mais à un moment, je me suis dit, mais écoute, vaut mieux qu'on me reproche ça que l'inverse. Mais il y avait une culture dans les années 80-90 où il fallait absolument faire des films avec des méchants, avec de l'horreur, avec du sang. Ça, c'était culturellement valable. Et des films cyniques. Des films cyniques de tout, de détruire la condition humaine pour dire on est comme ça. Mais à force d'illustrer beaucoup ça, je me demande, sans critiquer, sans devenir moraliste, si on n'a pas poussé le citoyen à se reconnaître beaucoup plus à ça que de rêver à la beauté et de se reconnaître plus dans la beauté. Donc voilà, aujourd'hui, moi je dirais non, mes films n'ont rien changé, ont apporté peut-être un peu de plaisir, un peu de bonheur ponctuel à des moments, mais n'ont rien changé de la société, de l'histoire de l'humanité. Et je ne crois pas qu'on changera. Par contre, je crois ça, l'éducation à la beauté depuis tout petit, le langage est essentiel. Les livres, ne pas mettre les enfants devant des écrans avant tel âge, leur mettre des livres dans les mains, leur faire une éducation à l'image, mais progressive et attention par quoi on commence, comment on évolue. Ça, et la musique, beaucoup la musique. Ça, j'ai un espoir. Mais le cinéma, je ne crois pas. Christian, tu as... voilà, on va peut-être y aller. Non, mais de toute façon, il est très difficile de mesurer l'impact d'un film. Je pense que chacun d'entre nous fait des films et que ces films contribuent à une culture de façon plus vaste. Après, on a pu voir dans l'histoire que les films ont pu avoir un impact. En l'occurrence, pas toujours un impact positif d'ailleurs. Mais si on regarde par exemple ce que le cinéma américain a fait dans les années 50, ils ont admirablement réussi à convaincre la Terre entière de mener une vie qui ressemblait à l'American Way of Life. Et d'ailleurs, ils considéraient que le cinéma était une arme contre le communisme et ils s'en sont servis comme tel. Tout comme l'Allemagne nazie s'est servie du cinéma pour que sa population fasse corps derrière la politique d'Hitler, ce qui était une très mauvaise idée. Et on peut questionner la dimension artistique de ces films, mais il se trouve qu'ils ont quand même eu un impact. Toi, Christian, quand tu as fait Joyeux Noël, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu peux faire un court pitch et puis après je reprends la main? Joyeux Noël raconte ce qui s'est passé le soir de Noël de 1914, où donc en plein conflit, effectivement, en plusieurs endroits du front, les soldats, toujours à l'initiative des Allemands, ont décidé de fraterniser, c'est-à-dire de se rencontrer sur le no man's land. Et il y a des endroits où c'est allé très très loin dans les fraternisations, des visites de tranchées mutuelles pour voir les conditions de travail,
échangent des adresses pour se voir après la guerre, et certains se sont revus. Un truc de fou. Donc le film, il part de mon immense émotion lorsque je découvre cette histoire cachée, hein, puisqu'en France, on n'en parlait pas du tout. Là, typiquement, et le film est saisissant, effectivement, on voit que ces gens qui sont, enfin ces hommes qui sont très souvent des paysans, qui ont été mis sur le front, se rendent compte qu'en fait c'est complètement absurde d'être là, qu'ils n'en veulent pas forcément au type d'en face, que bon, ils sont juste dans des camps séparés et qu'on les a un peu obligés à se tirer dessus. Est-ce que tu penses que raconter ce type d'histoire, proposer ce type de représentation du monde, c'est Damasio qui dit finalement la fiction c'est comme une façon de pré-scénariser des comportements. C'est-à-dire qu'à force de voir des gens réagir d'une certaine façon dans des romans, dans des films, oui, on peut... les lecteurs, les spectateurs peuvent se reconnaître en eux et avoir des comportements qui ressemblent. Est-ce que tu penses que faire ce genre de film a quand même du sens pour construire une forme de culture de paix, pour recréer des représentations du monde qui sont différentes? Bon, d'abord, Joyeux Noël a été une bagarre inouïe. On aura mis 10 ans entre le moment où je découvre par hasard cette histoire et le moment où on le fait. Donc 10 années. Donc à quoi on s'accroche pendant 10 ans pour ne pas lâcher un projet? En fait, c'est pas ce que tu dis. Ce qui m'a motivé, c'était que j'avais une colère immense parce que j'ai découvert à quel point on avait tout fait pour nous cacher cette histoire. Voilà. C'est ça. Donc je voulais prendre une espèce de revanche contre l'armée, il faut être clair, et le pouvoir français de l'époque, et ensuite. Et après, il s'est passé, au moment notamment... Alors, la première projection du film, c'était à Cannes, et les acteurs n'avaient pas vu le film, donc c'était un moment très spécial, et l'accueil du public fait que j'ai oublié ma colère contre l'armée française, etc., pour mesurer comment les gens recevaient le film. Puis après, on a fait le tour du monde avec ce film. Je me souviens d'une projection à Tokyo. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à Tokyo pour présenter Joyeux Noël? Et en fait, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, on n'a rien compris sur pourquoi il y a la guerre, mais par contre, 2 adversaires qui se serrent la main, ça, on a compris. Et ça nous plaît. Donc j'ai compris la dimension finalement universelle de cette histoire. Mais pour en revenir à ta question, est-ce que le cinéma peut changer et amener la paix? Je suis moins pessimiste que mon camarade. Je dis peut-être. Mais en tout cas, on a un devoir d'y essayer, de tenter. On se doit, pour ceux qui en ont envie et pour ceux pour qui ça parle de faire ça, alors il faut le faire. On dit toujours calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais inversement, faisons ces films-là, comme dit Radu, des films humanistes et positifs, entre guillemets, même si ça peut paraître péjoratif, bon, ça c'est un autre débat, mais il faut les faire quand même, avec toute notre sincérité, un peu de talent si possible, et à l'arrivée, les films sont toujours là, et on ne sait jamais ce que les gens comment les gens réagiront, qu'est-ce qu'il en restera. Moi, ma plus grande fierté finalement avec le film, et on était content de l'avoir fait, mais c'est que depuis que le film est sorti, alors on apprend dans les écoles en France ce que moi, on me l'avait caché. C'était une histoire taboue. Quand j'ai voulu le tourner en France, j'ai dit on va tourner ça sur un terrain militaire. C'est les seuls endroits où il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de fil électrique, on va être bien. Puis ça se trouve, ça va leur faire plaisir de refaire des tranchées comme avant. Et ben très rapide. Alors le responsable quel idéaliste tu fais. Le responsable du camp du côté de Bordeaux, je lui dis vous savez, j'aimerais que vous lisiez quand même le scénario. Oui. Il lit. Le lendemain, il vient me voir, il me dit c'est super. Moi, j'ai pas de problème. Aujourd'hui, nous, on est une force d'interposition. On se sépare des gens qui se tapent dessus. Donc, des gens qui se serrent la main, ça me va. Et je me souviens, j'appelle Christophe Rossignol, mon producteur, et je lui dis, je suis fier
de la réponse qui m'a été faite par un gradé de l'armée de mon pays. Il dit ouais. Sauf que ça passe à un niveau supérieur. Et là, on se prend un coup de fil du général du coin qui dit on ne peut pas vous laisser tourner dans notre camp. Je dis pourquoi ? On ne peut pas être partenaire d'un film sur des rebelles. Ah oui. Et on est en 2004. Je dis mais en général, en 14, je comprends que ce soit difficile. Mais 90 ans après, on peut penser qu'on voit un peu les choses différemment. Mais on ne voit jamais les choses différemment. Serrer la main d'un ennemi, c'est pas possible. Donc, vous faites votre film, mais pas chez nous. Donc, résultat des courses, on va en Roumanie, un pays que tu connais bien. Pourquoi on va en Roumanie ? Parce que tout le monde s'en fout en Roumanie, à l'époque. Donc, on a un camp militaire abandonné. Et on est dans un vrai no man's land, là, pour le coup, parce que personne n'est du coin. Et ça va nous aider, avec les Écossais, les Allemands et les Français. On va être très proches, très soudés. Bon. Mais, et quand le film sort, eh bien, l'armée, Canal+ me demande de faire un documentaire sur les sources du film. À l'époque, on avait bataillé, on avait dû tricher pour avoir des documents de l'armée qui ne voulaient pas nous montrer. Avec Canal+, avec surtout la sortie du film, je suis attendu et on me dit « Alors, M. Carion, vous voulez voir quoi ?» Moi, je connaissais par cœur le nom des régiments qui avaient fraternisé, donc je les cite. Il me dit « On les avait préparés, donc ils sont tous là. » Et il me dit des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Donc, il m'ouvre des portes, notamment les services secrets. Jamais j'avais pensé que les services secrets de l'époque avaient enquêté sur les fraternisations. Et là, il découvre des trucs. Bon. Donc, tout avait changé. Ils avaient enquêté dessus dans à quelle fin ? Pour comprendre. Pour comprendre pourquoi tout s'effondre. Tout s'effondre en une nuit. Et moi, j'ai une dent, mais très dure, contre le pire, pour moi, c'est Raymond Poincaré. Parce que, je fais une petite parenthèse, quand tu dis la guerre n'est pas quelque chose humainement, entre guillemets, de naturel. La guerre, il faut préparer des populations à l'idée de se tirer dessus. C'est pas normal, entre guillemets. C'est pas naturel. La violence est une chose, mais la guerre, c'est une entreprise, c'est lourd. C'est quelque chose de très compliqué. Pour que les gens, à un moment donné, soient convaincus qu'il faut la faire et qu'ils sont du bon côté moralement, c'est la propagande qui va permettre de faire ça. Et nous, en France, avec cet enfoiré de Raymond Poincaré, la propagande, il l'a faite. C'est un homme qui naît à Bar-le-Duc en 1860. Donc en 70, il voit arriver les Prussiens. Toute sa famille se barre, direction Paris. Et lui, brillant, va faire toute sa carrière pour récupérer Bar-le-Duc, en gros. Même si ça coûte 10 millions de personnes, il va le faire. Il est ministre de l'Éducation nationale, enfin, instruction publique, 1894. Il fait une circulaire, quoi, j'ai vu, où il dit, voilà, tous les enfants mâles, âgés de plus de 8 ans, apprendront à tirer au fusil Lebel, à balles réelles, sous les préaux, avec les instituteurs de la Troisième République. Ils apprendront à porter leur sac dans le dos. C'est lui qui invente le sac dans le dos, parce que, quand ils auront 20 ans, il faudra porter un paquetage dans le dos. Ah, donc tu veux dire que les enfants qui ont des cartables dans le dos, aujourd'hui, oui, ça vient de là. Ça vient C'était pour les préparer d'une préparation finalement psychologique et physique au portage du sac quand ils seront militaires. Voilà. C'est lui qui va promulguer les 3 ans de service militaire. C'est lui qui va signer l'emprunt russe. L'emprunt russe, en disant oui, il y a des famines en Russie, c'est pas normal, on va vous aider, on va vous donner de l'argent et on fait un emprunt en France pour ça, mais il y a une clause secrète. L'argent, vous allez d'abord l'utiliser pour construire une ligne de chemin de fer qui partira de Moscou pour aller en gros là où on pense que le front se constituera contre l'Allemagne. Et si vous reste de l'argent, vous nourrirez votre peuple. Ce qui fait que quand les bolcheviks prennent le pouvoir, avec la clause secrète, ils disent, vous savez quoi ? Le remboursement de l'emprunt, jamais. C'était un emprunt impérialiste. Donc on ne le remboursera pas. Donc c'est vous dire, si vous voulez. Et quand arrivent les fraternisations, il est président de la République. On l'informe et pour lui, il dira, j'aurai à gagner. Lui, il croit
que c'est un mouvement politique, une espèce d'international des tranchées, ce qui n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il déclenche une enquête des services secrets pour savoir qui a manipulé les soldats. Mais personne n'a manipulé les soldats. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un Allemand qui sort, qui chante Stille Nacht, mais tout le monde connaît Stille Nacht. Donc il y en a qui répondent. Et il y a toujours un plus culotté que les autres qui va sortir. Il ne se fait pas tirer dessus. Si le premier ne meurt pas, toute la tranchée sort. Et en face, tu as des gens qui montrent des photos des femmes et des enfants. C'est les mêmes partout dans le monde. Et ils ont du chocolat, c'est bon, comme partout. Et c'est parti. Et l'humanité renaît. Mais avant, il y a cette manipulation. C'est pour ça que le film s'ouvre sur 3 enfants, un Français, un Anglais et un Allemand, qui récitent des horreurs qu'on apprend à l'école parce qu'on apprend la haine. La méchante fée Germania, tout ça. Et la guerre, elle est toujours le prix d'une manipulation. Les Russes sont persuadés que l'Ukraine est à eux. On leur a appris ça tout petit. Donc pour eux, c'est récupérer ce qui leur appartient. Bien sûr. Etc. Et bon, je ne vais pas rentrer sur la dire faire un film comme ça sert à rien. On l'entend. C'était fini. Qu'est-ce que vous avez vu comme conséquence directe, en tout cas? Est-ce que, donc là, tu parlais du fait que déjà c'est enseigné à l'école? C'est enseigné à l'école et on a réussi à faire construire un monument à la gloire, enfin pour se souvenir, pas la gloire, se souvenir de ceux. On se souvient de ceux qui sont tombés, mais il faut aussi se souvenir de ceux qui ont eu le courage du geste fraternel. Et donc, il y a un endroit où on commémore ça. Et cet endroit existe depuis 2015. Et chaque année, des scolaires. Alors, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce que les gamins pensent en sortant de la visite de ce monument? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que chaque année, je fais une petite dizaine de débats dans les écoles autour du film Joyeux Noël. Depuis 20 ans. Pas mal. Bon, je le fais parce que pour les scolaires, pour les enfants, comme disait Radu, pour que... Alors après, est-ce qu'il sera plus compliqué d'en faire des bons soldats? J'espère, quelque part, mais je ne sais pas. De la même façon, Radu, tu as réalisé un film qui s'appelle La source des femmes, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une autre guerre, et d'ailleurs, il y a une manifestation en ce moment, place de la République, pour soutenir Gisèle Pelicot dans le cadre de ce procès absolument terrible qui juge 50 hommes qui ont violé cette femme avec la complicité, en fait parce que son mari l'a livrée à ces hommes. Donc il y a aussi une guerre d'une certaine manière qui est menée par les hommes dans une forme de patriarcat assez délétère partout sur la planète contre les femmes. Et les femmes sont en train de reprendre la main à certains endroits. Et ce film, d'une certaine manière, mettait ça en scène avec de l'humour et de l'humanité. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement le pitch de ce film-là? Le pitch, il est simple et c'est inspiré d'un fait divers qui s'est lui déroulé en Turquie, dans un tout petit village donc musulman. Les femmes du village décident de faire la grève de l'amour et du sexe tant que les hommes n'apportent pas l'eau au village, puisqu'elles devaient aller chercher l'eau en haut dans la montagne et que souvent il y avait des accidents, ils perdaient des enfants, etc. avec ce voyage qui était un voyage quotidien. Et donc j'ai pris ce fait divers qui m'a beaucoup interpellé. J'ai commencé à travailler dessus en 2006 et après le film est sorti en 2011 en même temps que ce qu'on a appelé la révolution arabe. Et en me disant, voilà, ça c'est une sublime métaphore et effectivement du droit de la femme. Et je pensais naïvement qu'à travers ça, voilà, on s'approche de notre sujet, que c'est à travers les femmes qu'on trouvera la paix. Que l'homme, il est foutu, que de toute façon, voilà, l'homme, il a fait ses preuves pendant des siècles et des siècles. Et voilà, c'est pas majestueux tout ce qu'il a construit, même si parfois il a construit des belles choses, mais que c'est peut-être par la femme qu'arrivera la paix. Et par le fait aussi que la femme a la bombe atomique entre ses mains, qui est la création. Et donc voilà, le film était une métaphore, la source des femmes
puisqu'elle cherchait l'eau à la source, et parce que la femme, c'est la source de vie, et que sans la vie, on n'existe pas. Mais et donc on arrive... ça marchait de faire la grève du sexe pour obtenir de ne plus avoir besoin de marcher pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau? Ça a marché en Turquie, il y a plein d'exemples positifs, et on arrive à ce que dit Christian. Moi, je ne dis pas que c'est inutile ce qu'on fait, et je ne dis pas que je vais cesser de le faire, parce qu'on ne peut pas cesser. C'est-à-dire le combat va continuer et on est des combattants, on est des militants. Après, comme tout militant, on est désespéré de voir qu'on bouge des petites lignes peut-être, mais qu'on n'arrivera pas à faire la paix. La paix, c'est pas juste ponctuellement. La paix, c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde. On est au bord du précipice, c'est-à-dire on est en train de recréer les deux blocs. À la fin, c'était le communisme. Maintenant, voilà, ces deux blocs où l'Occident est très fautif aussi, à mon sens. Bon, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Tout ça pour dire, oui, on va continuer à faire les films. Oui, on va continuer à se battre. Oui, pour la condition de la femme, je vais continuer à me battre. Pour toutes les inégalités, je vais continuer à les dénoncer. Oui, on bouge des petites lignes, peut-être. Le film, comment ça s'appelle, Indigène, a bougé une ligne extraordinaire. Avant, on les considérait même pas, ces gens-là. Et ensuite, ils ont eu une pension, ils ont été rétribués. Donc, ça a bougé des lignes. L'histoire, pas mon film, mais cette histoire de grève du sexe a eu lieu, c'est inspiré de Lysistrata, mais il y a eu 3 histoires similaires dans le monde, pas grâce à mon film. En Colombie, les mères des trafiquants, disons, jeunes qui se faisaient tuer, ont fait pareil, la grève du sexe. Ça a réglé un peu le problème. Pas beaucoup, mais ça a réglé un peu. Le plus bel exemple, c'est au Libéria. Au Libéria, il y avait un grand dictateur, je ne sais plus comment il s'appelle, toi tu dois savoir, qui était un dictateur et qui ne permettait pas au moment des votes que les femmes votent. Il disait non, mais elles ne connaissent rien à la politique, elles ne vont pas voter. Et il y a eu une femme qui a déclenché une grève du sexe dans tout le pays. Au début, ils se sont marrés, ils ont dit c'est elles qui voudront revenir au sexe parce qu'elles ne pourront pas supporter de ne pas faire l'amour, etc., etc. Elles ont tenu bon. Donc les hommes ont commencé à chauffer et donc le dictateur était en danger à cause des hommes qui n'en pouvaient plus de ne pas faire du sexe. Donc finalement, un conseiller lui a dit donne le droit de vote aux femmes, elles ne viendront pas voter, de toute façon elles ne savent pas ce que c'est. Il a donné le droit de vote, c'est historique, il a donné le droit de vote aux femmes et c'est une femme qui a été élue présidente, la première présidente d'Afrique. Et cette femme est celle qui a déclenché la grève et elles ont eu toutes les deux le prix Nobel de la paix. Mais c'est ça qu'il faut faire comme film. Donc c'est un peu fait la source des femmes puisqu'elles ont obtenu finalement que l'eau arrive au village pour qu'elles n'aient plus à aller le chercher. Et il y a un autre exemple extraordinaire, toujours en Afrique, au Kenya, où il y avait un village où les hommes foutaient rien et c'est les femmes qui faisaient tout. Et à un moment, il y a une femme qui a déclenché pareil une grève et elles ont décidé, toutes les femmes, de mettre tous les hommes dehors. Elles ont foutu les hommes dehors du village. Donc pareil, ils se sont installés à quelques kilomètres en se marrant, en disant elles auront besoin de nous parce que sans nous, elles ne peuvent rien faire. Elles ont fait un village touristique où elles faisaient l'agriculture, elles élevaient du bétail et tout ça. Et tous les enfants, garçons à 18 ans, devaient quitter le village aussi. Elles allaient à la ville, elles avaient des amants. Elles étaient hyper heureuses et très riches, très vite très riches grâce au tourisme, à tout ce qu'elles vendaient. C'est une histoire réelle. Et les hommes dans le village à côté, ils crevaient la dalle. Parce qu'ils n'avaient jamais rien pas vraiment bossé. Donc voilà, ça c'est des exemples positifs. Et pour dire, et il y a une autre question qui m'a interpellé dans ce que tu dis. Comment compenser aujourd'hui les fake news? Et où le monde devient fake news, comme tu dis, Fox, en France, on a aussi des camarades qui propagent. Et comment faire la différence et comment le public, les citoyens, peuvent faire la différence entre une vérité et une non-vérité? Parce que la société se construit là-dessus. La démocratie, etc. Donc notre rôle aujourd'hui, on se rend compte, le cinéma, pas l'audiovisuel. L'audiovisuel est beaucoup plus en danger. Mais le cinéma, on est des résistants. Parce qu'on a une forme de financement qui, pour l'instant, nous le permet. Mais attention, on a 2 ennemis terribles qui arrivent, qui sont les algorithmes, qui font semblant de dire « nous savons ce que le public veut ».
Mais le public qui veut influencer par des fake news Bien aussi. sûr. Et on sait ce que le public veut, ce qui est une connerie abominable. Moi, j'appelle l'algorithme la météo d'hier. Parce que l'algorithme, il sait à l'instant T ce que peut-être le public veut, et encore. Mais nous, on met 2 ans pour faire un film. Donc, dans 2 ans, c'est la météo d'hier. Cet algorithme qu'on nous impose aujourd'hui et de façonner nos scénarios en fonction d'eux. Et arrive l'IA aussi. Et l'IA, fake plus algorithme, c'est un désastre. Donc, bien sûr qu'on va essayer de résister pour donner, avec nos subjectivités, une idée différente du monde, en espérant qu'il y ait une diversité qu'on continue. Mais ça va être dur, parce que face aux algorithmes et aux décideurs qui utilisent les algorithmes, ça va être dur de combattre. Mais notre rôle, ça va être de résistants, alors qu'avant, on était juste des créateurs. Aujourd'hui, c'est des résistants pour dire non, il n'y a pas que cette vérité-là, officielle. Il y a d'autres vérités. Et connaissez-vous les uns les autres, parce qu'ils ne sont pas les uns beaux et les autres moches, comme on a l'air de le dire. Donc, voilà, pour continuer mon rôle du désespéré, ça va être dur. On va continuer, on va être sur les barricades. Et comme dit Lelouch, que j'adore, il dit on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Donc il dit méfiez-vous, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Donc peut-être comme miracle au Moyen-Orient, comme peut-être miracle en Ukraine, comme peut-être miracle en Afrique, qui est en train de changer aussi de visage, et ce qui est très dangereux d'abord pour les Africains et ensuite pour l'équilibre du monde, etc., etc. Christian, comment tu vois justement cette résistance? C'est-à-dire dans un monde où il est de plus en plus difficile de s'accorder, comme je le disais tout à l'heure, sur une interprétation du réel, qu'est-ce que peut le cinéma? Qu'est-ce que peut Parce que d'une certaine manière, c'est en se racontant des histoires les uns aux autres. Là, on le voit, vous nous racontez des histoires qui sont puissantes, qui sont très inspirantes. Moi, je sais que je vais sortir de là, je vais avoir envie de raconter ces histoires à d'autres, qui vont peut-être les raconter à d'autres, et qui vont construire une sorte de représentation du monde. Qu'est-ce que le cinéma peut encore faire, et qu'est-ce qu'il a la responsabilité de faire aujourd'hui dans le monde spécifique dans lequel on vit, justement, qui est de plus en plus fragmenté, de plus en plus peuplé de fake news, d'IA et d'algorithmes? Je crois d'abord que les gens ont fondamentalement besoin qu'on leur raconte des histoires depuis la nuit des temps. Alors le cinéma moi je fais du cinéma d'abord et avant tout parce que j'aime raconter des histoires. Et que je pense que c'est... j'ai pas trouvé mieux, moi, pour raconter mes histoires. Parce que c'est puissant quand ça marche. Quand on est dans une salle et que les gens reçoivent le film et vont là où on espérait qu'ils aillent, et t'es à 1 mètre du sol. C'est magnifique. Bon, donc il y aura toujours l'envie de raconter des histoires. Et comme dit Radu, on se heurte, nous, souvent, tout le temps, à des gens qui disent « Oui, mais bon, cette histoire-là... Voilà, moi je me souviens, on parlait tout à l'heure de Joyeux Noël, je me souviens d'un truc terrible, une réunion où on me montre les statistiques des films sur la guerre de 14. Il me dit « Aucun film n'a marché. » Voilà. Brassens a dit que c'était la guerre préférée des Français, mais il nous a menti. C'est pas la guerre préférée des Français, puisqu'ils vont pas voir ces films-là. Et en plus, vous voulez le sortir, chacun respecte sa langue, donc vous voulez sortir sous-titré. Criminel. Donc, ça marchera jamais. Voilà, le meilleur score qu'on ait pu faire avec un film sous-titré, c'était 300 000 spectateurs. Pourquoi vous ferez plus, vous? On n'entend que ça. Donc, et puis, parce que j'ai d'abord la chance de travailler avec un producteur qui n'a jamais rien lâché et qu'on a monté des coproductions. Enfin bref, on a pu faire le film. Finalement, le film est sorti sous-titré et ça l'a pas empêché de faire plus de 2 millions de spectateurs. Donc je me souviens, j'ai dit à cette personne qui m'avait montré le 7XX de 400 000, pas plus. Vous voyez, il y a quand même 2 millions de personnes en France qui savent lire. Ouais, c'est fou, hein? C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, il y a toujours des films, à un moment donné, qui arrivent à casser le mur du « ça ne s'est jamais fait » ou l'histoire nous montre, etc. C'est quelque part déjà l'algorithme. Puisque, comme dit Rindou à très juste titre, l'algorithme ne fait que digérer du passé. Mais on ne peut pas faire
on peut pas penser l'avenir en digérant du passé. C'est justement c'est les nouveautés qu'on peut pas imaginer. Donc moi je pense que on arrivera toujours, c'est mon côté optimiste là pour le coup, peut-être qu'en vieillissant je le perdrai, à passer contre le système et faire glisser un film qui... alors après, il faut que ça marche, parce que sinon, le passé nous rattrape. Sinon, le film d'après est plus compliqué. Donc, allez, il faut continuer. Comme de toute façon, Radu et moi, on est condamnés à faire ça. On ne sait rien faire d'autre. Bon, donc on va faire ça. Et on essaiera de passer à travers le mur qui est très formaté, en fait, c'est vrai. Qui nous disent, ça a marché, donc il faut faire pareil. Or, le public, il est déjà parti ailleurs. Non, et pardon, ce qu'il faut comprendre, mais c'est à l'image de toute la société, du monde entier. Avant, à l'époque, et c'est drôle, on a fait la même année, Va-Vie et Devient et Joyeux Noël. À l'époque, on parlait moitié-moitié quand on voyait les financiers et tout ça, qui étaient des camarades quand même, c'est pas les méchants et les gentils. On parlait beaucoup du sujet quand même à cette époque-là, quand on voyait tous ces gens-là, et bien évidemment, on parlait de l'économique, quelle est quand même la chance que la rentabilité se retrouve et que leur investissement soit pas complètement perdu. Aujourd'hui, mais qui est l'évolution du monde entier, on parle 5 minutes du sujet, genre c'est formidable, c'est adorable, bon maintenant, comment je vais récupérer mon film, mon argent? C'est dingue la place de l'argent qu'elle a pris, et encore plus après le Covid. C'est-à-dire, on a vécu, nous, dans l'audiovisuel, plusieurs révolutions, le numérique, les plateformes, etc. Et le Covid qui nous a quand même donné une grosse claque sur la tête, mais qui a changé en fait ça fondamentalement. C'est-à-dire tellement les financiers que je comprends, c'est-à-dire on est du même côté de la barricade, on a besoin de leur argent et on a besoin qu'ils récupèrent une partie de leur argent pour pouvoir financer d'autres films. Mais aujourd'hui, c'est devenu le thème central, comme l'argent dans le monde entier. C'est-à-dire aujourd'hui, on bâtit notre civilisation d'abord sur l'argent et ensuite sur la culture, sur l'écologie, sur tous les sujets qui sont pour nous beaucoup plus importants, et que l'argent doit reprendre son métier, si je peux dire, d'outil, ou son destin d'outil pour réaliser le reste. Mais maintenant, c'est devenu le sujet principal. Et ça a changé. Donc, quand on revient, est-ce qu'on peut créer la paix ou reconstruire la paix par nos films? Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les forces en face deviennent de plus en plus terribles. Et là, ça devient une machine à tous les niveaux, législatifs, etc. Pour rentrer dans des détails, on a créé un truc formidable en 1994, ça s'appelle l'exception culturelle, pour affirmer la culture n'est pas une industrie comme une autre, il faut la respecter parce qu'en fonction de l'exception culturelle, on crée une civilisation et on crée une démocratie. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui veulent détruire l'exception culturelle parce qu'elle empêche, semble-t-il, la construction industrielle. Donc, voilà. La question, c'est où est-ce qu'on met les priorités? Donc, comment, face à tous ces monstres-là, comment on va réussir, même si, comme dit Christian, on ne va jamais arrêter. Parce qu'on ne va jamais arrêter. Et que c'est là où le miracle peut surgir, c'est que souvent, dans l'histoire de l'humanité, plus on touche le fond du trou, plus on trouve des idées comment s'en sortir. Et plus on invente une révolution ou plusieurs révolutions. Même si, et j'adore, il y a un proverbe gitan qui dit « Quand tu es au fond du trou, arrête de creuser ». Donc j'espère qu'on arrêtera de creuser. Christian, tu sembles aussi avoir une utilisation du cinéma qui est une façon de révéler des choses. C'est ce que tu disais pour Joyeux Noël, le fait de réparer, le fait qu'on ait caché cette histoire pendant un certain nombre d'années. C'était aussi un peu le cas de l'affaire Farewell. C'est aussi un peu le cas du film que tu es en train de préparer. Est-ce que tu as l'impression que le cinéma a aussi ce rôle-là, de rétablir des faits? Je redis, il a pour vocation de raconter des histoires. Alors là, en l'occurrence, ce sont des histoires soit secrètes, soit cachées, soit pas interdites, mais enfin bon. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, c'est un formidable
moteur. Parce que, comme l'a dit Radou, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Vous avez des moments de solitude terribles. Donc, si vous n'avez pas cette lumière, cette envie de ne pas lâcher pour une raison particulière, en fait, on se raccroche à ça désespérément. Puis à l'arrivée, parfois on y arrive. Celui dont tu parles, que j'essaye de faire, je te l'ai raconté l'histoire en 2016, tu vois, il n'est toujours pas fait le film. Hein. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu de quoi ça parle ou tu préfères pas pour le moment? On n'est pas sur la paix. Non, mais on est sur les rétablir la vérité. Non, après tu peux nous parler de l'affaire Farewell aussi, que tu as. L'affaire Farewell, tourné en Ukraine. On devait au départ tourner en Russie, puisque c'est l'histoire, en gros, du plus grand espion de tous les, ce qu'on appelait la guerre froide, un Russe au KGB, qui à un moment donné décide de donner les plus grosses informations jamais imaginées, jamais rêvées par l'Occident, à un pauvre ingénieur français en poste à Moscou, chez Thomson, en lui disant, de toute façon, vous les Français, vous ne comptez pas, donc on ne vous surveille pas, on n'a pas les moyens, on s'occupe que des Américains et de ceux qui parlent anglais. Les Français... Et donc il lui donne des choses démentielles et qui vont précipiter la chute du mur. Ce n'est pas la raison majeure. Mais à partir de ces informations, les Américains vont comprendre que finalement, les Russes ne produisent rien, ne font que recopier ce qu'ils arrivent à savoir. Si on coupe toutes les sources d'informations du KGB, c'est fini. Et si derrière, en plus, ça c'est l'idée de génie, entre guillemets, de Ronald Reagan, c'est le bluff de la guerre des étoiles, qui n'existe pas. Mais les Russes, après l'affaire Farewell, n'ont plus les moyens de vérifier que ça n'existe pas. Donc ils y croient. Et là, ils disent stop, on va mourir. On négocie. Et c'est fini. Bon. Donc au début, on tourne, on dit on va tourner en Russie. Et puis, l'information, le scénario remonte chez Poutine, en gros. Et à un moment donné, ça redescend et on est dégagé à une vitesse grand V. Et on va tourner en Ukraine. Dans des endroits où aujourd'hui, finalement, le film aujourd'hui, si vous voyez le film, ce sont des rues, des immeubles, etc., qui n'existent plus. On a tourné à Kharkiv et à Kiev, dans des endroits particuliers. Ça, aujourd'hui, c'est... Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on a, raconté contre la volonté russe à l'époque, une histoire. Et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils avaient aussi des choses à en tirer. Mais bon, on n'était pas dans l'histoire officielle racontée. Et j'ai des souvenirs très forts, parce qu'on est quand même passé du temps là-bas. Et à un moment donné, je fais une petite parenthèse. Vas-y. Je visite, je dis, j'ai besoin de trouver un appartement qui soit vraiment dans le style soviétique des années 80. Ils me disent, c'est pas compliqué. On va aller chez des gens qui sont locataires et qui n'ont pas les moyens de transformer leur appartement. Donc il dit, on en a une là, qui est bien, c'est une ancienne prof d'histoire à la retraite et elle est dans son appartement depuis 77 et elle n'a rien changé. Je lui dis, je veux voir. Dès qu'on arrive, alors là, le truc soviétique dément, les tapisseries, les interrupteurs, pas comme chez nous, je suis fasciné. Sauf qu'en rentrant dans l'appartement, dans le petit hall d'entrée, il y a un buste de Staline. Ah oui, tout de même. Et je suis avec une nana qui fait la traduction, parce que je ne parle pas russe, on se parle en anglais et elle traduit pour moi. Donc je suis pétrifié à l'idée devant ce buste, parce que dans la ville, il n'y a plus rien. Ils ont tout décoché, il n'y a plus de statue, il n'y a plus rien, ça n'existe plus. À part Lénine, et encore, mais Staline, non. Donc là, Staline, quand même, c'est violent. Et donc, c'est l'époque où j'ouvrais ma gueule, donc je dis, c'est quand même dingue. Et elle est au fond dans sa cuisine, cette dame, elle s'approche, bon, je sais pas, elle a plus de 80 balais, et elle demande à la nana qui est avec moi, pourquoi je suis choqué. Je dis, pourquoi je suis choqué? Et je balance, tout. Les goulags, les morts, les famines, etc., etc. Et elle me dit, d'où vous venez, vous? France.
France. Et elle me dit, et vous parlez avec ma compatriote en anglais. Vous avez parfaitement appris la langue du dominant. Nous, les Russes, on n'apprend aucune langue étrangère. On n'a pas besoin. On apprend le russe parce que le russe, c'est la langue la plus importante. Vous avez totalement appris l'anglais parce que vous avez oublié votre culture. Si vous êtes aujourd'hui libre, c'est grâce à ce monsieur. Parce que si nous n'avions pas été les premiers, en 1943, à battre l'armée nazie, puis les pourchasser jusqu'en Allemagne, jamais les Américains n'auraient débarqué en Normandie. Parce que vous avez cru qu'ils étaient venus pour envoyer l'ascenseur à Lafayette, etc. Vous avez cru à toutes ces conneries pour vous libérer? Mais non. Ils sont venus en espérant arriver à Berlin avant nous et ils ont perdu. C'est nous les premiers à être rentrés dans Berlin. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre, vous n'avez pas collaboré avec les nazis? J'ai été pris d'un vertige. Et je lui dis, d'ailleurs, elle me dit, bon, j'ai toujours pas compris pourquoi vous êtes chez moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sortir, vous n'avez rien à y faire, en fait, chez moi. Donc, elle nous fout dehors. Et on redescend. Et là, dans la voiture, j'ai mis 5 minutes à redémarrer, parce que jamais on ne m'avait raconté le débarquement américain sous cet angle. Alors, je ne souscris pas du tout à ce qu'elle m'a dit concernant Staline, mais sur la volonté américaine d'arriver en France, oui. Et tu sais qu'il y a eu une expérience assez intéressante justement qui montre la capacité du cinéma à forger un imaginaire. Il y a un sondage qui a été fait en 1945 qui demandait à la population française et allemande qui avait été déterminant pour gagner la guerre. Et en 1945, une écrasante majorité des Français et des Allemands disaient les Russes, l'URSS. Le même sondage a été refait en 2015 par un institut de sondage anglais, et cette fois en Angleterre, en France et en Allemagne. Donc les Anglais ont dit les Anglais, et les Français et les Allemands ont dit les Américains, à une majorité écrasante. Sauf que dans l'intervalle, il y a eu plus de 200 productions hollywoodiennes qui ont mis en scène les Américains en train de libérer la France, jusqu'à finalement nous faire oublier les chiffres, faire oublier qu'effectivement l'investissement, par exemple, de l'armée soviétique était beaucoup plus important, le nombre de batailles gagnées sur le front. Et ça, le cinéma y a contribué. C'est-à-dire que chaque pays raconte son histoire, son mythe. Eux, ils sont dans le mythe de l'armée rouge. Voilà. Et elle me dit aussi, combien vous avez eu de morts pendant la Seconde Guerre mondiale? Bon, nous, nos morts, c'est simple, hein, c'est en mai 40, essentiellement. L'armée, hein, je parle. Elle dit, nous, on est à 20 millions. Oui, mais bon. Attends, nous, on connaît aussi l'histoire objective. C'est-à-dire, on sait que Staline, comme aujourd'hui Poutine, ne concevait pas la guerre d'une manière stratégique. Il se disait, nous sommes plus nombreux, donc nous envoyons tout le monde à la mort. Bien sûr. Alors que sans l'Angleterre qui a résisté pour créer quand même le deuxième front, les Russes n'auraient pas pu gagner non plus. Ils ont gagné Stalingrad parce que effectivement les Allemands étaient coupés en 3 fronts. Il y avait l'Afrique du Nord aussi. Donc effectivement, c'est pas un qui a gagné la guerre, c'est-à-dire c'est grâce aux 3. Et on n'a pas gagné la guerre non plus tant que l'Amérique n'est pas entrée en guerre après Pearl Harbor. Donc il y a effectivement, comme tu dis, et peut-être grâce au cinéma aussi, les vérités subjectives, mais il y a quand même aussi une petite vérité objective où on montre qu'effectivement c'est grâce aux 3. Plus scientifique. Plus scientifique. Grâce aux 3, regardons aussi comment les 3 combattaient et quel était leur esprit de combat et de guerre. La Russie, ça n'a jamais bougé, c'est-à-dire c'est la masse et le sacrifice du peuple qui ne compte pas, qui compte pour que dalle. C'est encore valable aujourd'hui en Ukraine et on voit l'histoire de cette guerre. À l'époque, Staline, d'abord, il tue tous ses généraux parce qu'il les soupçonne tous de vouloir le tuer lui et il affaiblit donc le côté stratégique de l'armée russe puisque tous les généraux talentueux, il les a tous zigouillés. Et il envoie à la guerre des généraux qui n'en étaient pas et qui sacrifient leurs soldats. C'est pour ça qu'ils arrivent aussi à ce nombre-là. Mais effectivement, sans la Russie qui a créé un front à l'Est,
l'Ouest n'aurait pas gagné non plus. Clairement. Mais sans l'Angleterre et Churchill, qui a résisté pour créer ce front à l'Ouest, alors que la France s'était couchée, etc., sans Churchill, et après les Américains qui viennent aider, on n'aurait pas gagné ni l'Afrique du Nord, ni l'Ouest pour coincer et pour diviser l'armée allemande en 2-3 fronts. Non, tout à fait, mais je répète, je ne suis pas pro-Staline. Après ce petit... Mais c'est simplement mise au pour point dire historique. que là, j'étais en face de quelqu'un qui m'a raconté son mythe Bien d'histoire. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, on a tous un mythe d'histoire. Mm. On a vécu longtemps dans le mythe gaulliste. Absolument. On y est toujours un peu. Bon, un jour, ça bougera. Mais voilà, donc, c'est ces points de vue-là. Et en fait, à chaque fois qu'on arrive à ouvrir et montrer autre chose, une autre façon de voir, on redonne de l'air au jeu. Et donc, je peut faire le reviens cinéma. sur ce que je vous ai dit. La guerre, c'est possible à partir du moment où il y a une grosse manipulation, une grosse préparation aux gens, pour que les gens acceptent ce qui n'est pas normal. Et à un moment donné, ça devient normal, nécessaire ou acceptable. Enfin bref, parce qu'il faut du monde pour faire la guerre. Absolument. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vous propose, si vous avez des questions, de vous manifester. Et Radu et Christian tâcheront d'y répondre. Est-ce que quelqu'un a une question ou une réflexion? Oui. Alors, ouais. Je ne sais pas si on a un... Attends, je vais y aller. Pourquoi? Ah oui. Je peux pas aller plus loin. Coup de course. C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du fait que de faire un film, ça prend du temps. Ça prend des années, ça peut être des années pour mettre le projet en place, et même une fois que vous avez commencé, ça prend 2 ans avant qu'il sorte en salle. Comment est-ce que, quand vous faites un film, vous savez que ça va prendre des années, vous avez peut-être un message que vous voulez faire passer à l'instant T, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette idée que vous êtes en train de faire passer un message dont peut-être votre public ou le monde a besoin maintenant, mais qui va seulement le recevoir dans 3 ans ou 4 ans? Vas-y. Je parlerai que de moi, parce que je ne peux pas généraliser. Chacun, j'imagine. En tout cas, moi, mes sujets, même s'ils parlent des choses ponctuelles, et je pense qu'il y a d'autres camarades qui pensent comme moi, on essaye de faire des films qui durent, pas des films Kleenex qui durent qu'une période historique. Donc, parfois on se gourre, parfois on réussit. Par exemple, La source des femmes, j'ai une intuition que le monde, en général, puisque c'est une métaphore, peut changer grâce aux femmes et grâce au combat de la femme. Comme par hasard, je finis le tournage, je me rappelle, le 10 décembre ou je ne sais plus combien, et la révolution arabe explose là. C'est une intuition. Et que le film, j'espère qu'il puisse être valable encore de longues années, puisque c'est la métaphore du combat, du droit de la femme. Va-et-vient, pareil, ce n'est pas que sur les Éthiopiens et que sur un enfant éthiopien qui grandit. C'est une métaphore, c'est à la fois quelque chose de ponctuel, mais l'idéal dans tout ce qui est culturel, dans la littérature, dans la musique, c'est qu'une œuvre, c'est pas prétentieux, tout est une œuvre, qu'elle puisse durer et qu'elle puisse parler à travers le temps. Donc même si on s'appuie sur des faits historiques, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est juste une invention de notre tête, on a quand même ce souci-là que ça puisse durer le plus longtemps. Et c'est ça la bonne réponse d'un bon film ou un moins bon film. C'est quand, moi, ça me touche énormément, quand il y a des petits mômes de 7-8 ans qui viennent me parler de Va-et-vient, je leur dis, mais vous n'étiez pas nés quand c'est sorti. Ils disent, oui, mais nos parents nous le mettent tout le temps. Je me dis, ok, donc le film a survécu à son époque, comme le concert, comme voilà, ça me ravit. Et donc, on ne fait pas quelque chose juste pour eux, même si c'est déclenché par quelque chose de ponctuel, historique. En tout cas, moi, j'essaye de me dire, est-ce que c'est un sujet qui va en parler à d'autres générations et qui va durer dans le temps?
Parce qu'on fait, et ça souvent c'est l'engueulade avec, pareil, notre copain financier, qui eux veulent des choses qui parlent à aujourd'hui alors que ça va être prêt demain, et que je leur réponds toujours, nous ne faisons pas du journal télévisé. Notre but, c'est pas d'être affiché à 20h au journal de 20h. Notre but, c'est que ça parle d'une manière beaucoup plus large. Oui, non, je suis d'accord. Comme disait Claude Lelouch, qu'on aime bien tous les deux, il y a les films qu'on aime voir et ceux qu'on aime revoir. Et c'est pas les mêmes. Les films qu'on aime revoir, si vous avez des DVD, ça existe encore, hein, vous les regardez et regardez vraiment ceux que vous avez vus, que vous avez gardés, mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir le revoir? C'est terrible. Vous gardez pas grand-chose, parfois. Bon. Les films qu'on aime revoir. Donc, c'est ces films qui s'inscrivent dans le temps. Et au moment où on les fait, on ne le sait pas. Donc si ça s'inscrit dans le temps, ça veut dire que ça touche à quelque chose qui est intemporel, voire universel. Ça, c'est la plus belle des récompenses, évidemment. Donc, moi, je me souviens pas d'être... ou alors le premier, Une Hirondelle a fait le printemps, raconte en fait quelqu'un qui change de vie, qui décide de s'installer comme agricultrice, alors qu'elle vient de Paris. Et je me suis dit, c'est l'air du temps. Je voyais bien. Moi, fils de paysan, ça me paraissait aberrant que les gens de la ville veuillent devenir agriculteurs. Mais j'ai adoré faire le film pour me montrer que j'avais tort. Mais en fait, 25 ans après, je constate que ça reste un rêve d'actualité. Alors que j'étais sincèrement persuadé que là, j'étais sur quelque chose du moment de l'année. C'est sorti en 2001. Ben non. Donc on ne sait pas. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se pose ces questions-là. On se pose des questions plus... je vous le redis, c'est vraiment un combat. Et donc, si vous n'avez pas en vous soit une colère, soit, enfin bref, quelque chose de fondamental qui vous fait que vous ne lâcherez pas, ça ne se fera pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. On va gagner un micro, il y a un micro spécial maintenant. Alors, si vous permettez, c'est un témoignage. Voilà, rapide. Merci déjà. C'est très inspirant et en écho à ta question. Alors moi, je suis comédienne et au lendemain du 7 octobre, en fait, j'ai écrit un film. Donc, je suis née à Paris, je suis de parents marocains et algériens, et mon humanité a eu profondément besoin de se pacifier à l'intérieur de moi et d'exprimer quelque chose, un pas de côté, une tentative de poésie, une tentative de paix. J'avais sous la main une amie israélienne qui était là, Sharon Sultan, un ami marocain, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je me suis enfermée 3-4 semaines, j'ai écrit un scénario, j'ai tourné une première version pour le Nikon Festival, et puis on a décidé de faire une tentative de film. J'ai lancé un crowdfunding, la moitié des gens m'ont critiqué, je m'en suis pris vraiment, vraiment plein la gueule, en me disant, pardon, mais comment tu fais pour... utiliser la langue hébraïque dans ton film avec ce qui se passe, tout ça machin. J'ai été profondément détruite à l'intérieur de moi et j'ai dit je continue. Donc j'ai cassé ma tirelire, j'ai autofinancé ce film, j'ai voulu vraiment aller au bout. Et là, je viens de le terminer, donc je suis très contente de ce parcours. On a l'ambition avec ma petite équipe que ce petit film pourrait être ambassadeur de la paix. On ne sait pas où ça va nous mener. Je l'ai inscrit dans une centaine de festivals. J'ai eu 99 refus. Je cherche la route. Mais en tout cas, voilà, ça me faisait juste plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Et longue vie à votre film alors. Merci. Et il faut le mettre sur les réseaux, puisque ça sert aussi à ça, pas que pour fournir de la merde, comme on dit. Ça sert aussi à un tout petit peu apporter de la lumière. Donc, il faut qu'on le voit, en tout cas. Ça s'appelle Lumière. Merci.
Mais il faut bien, excusez-moi, mais c'est vrai que les gens qui veulent faire la paix, les gens qui se battent pour qu'on trouve un accord, etc., pour qu'on écoute, qu'on se comprenne, souvent ils terminent quand même avec une balle dans la tête. Hein. Non mais, Jaurès, Yitzhak Rabin. Ne l'encourage pas. Non, c'est pas ce qui vous arrivera. Hein. Mais je veux dire, on a la balle si vous voulez, on vous la donne tout de suite. Et je veux dire par là, en fait, vouloir la paix, etc., c'est dangereux. Faut bien... Ça, bon, on n'a pas peur, hein, mais je me souviens quand toujours Joyeux Noël, pardon, mais donc je me suis penché quand même sur l'assassinat de Jean Jaurès et je trouvais ça dément. L'histoire qu'on a racontée qui n'est pas la vérité. Bon, voilà, mais on a la manipulation. Et ensuite, Yitzhak Rabin. Moi, quand je sors Joyeux Noël, le film, il est... on arrive en Israël pour présenter le film. Ça s'est très très mal passé. Très mal passé. Conférence de presse, on prend la parole. Alors, vous, Français, vous êtes venus nous expliquer comment on doit faire la paix. Vous avez des leçons à nous donner. Et ensuite, il me dit, et en plus, alors là, le bouquet, le lieutenant allemand, que joue donc Daniel Brühl, juif. Et là, j'ai pété un boulon. J'ai dit, mais que vous preniez le film comme une leçon de paix, c'est pas du tout pour ça que j'ai fait le film. C'est pour raconter ce qui s'est passé ce soir-là. En revanche, ce que vous me dites sur le lieutenant allemand juif, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire de votre peuple. Parce que oui, pendant la Première Guerre mondiale, il y a dans l'armée allemande des sous-officiers juifs. À Arras, où je suis né, il y a le plus grand cimetière allemand en dehors de l'Allemagne, 60 000 tombes. Quand vous rentrez dans le cimetière allemand, les premières tombes, elles sont juives. Et ils n'y ont pas changé, ils n'ont pas touché à ça. Donc, bon, autant dire que la conférence de presse s'est tournée au fiasco et que je suis rentré à l'hôtel. Bon, mais c'est pas grave. Mais je veux dire par là, c'est difficile défendre cette envie de simplement d'écoute de l'autre, de commencer à essayer de s'entendre et de trouver un... Eh ben, il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est pas possible et ça n'est pas souhaitable en fait. Voilà. Absolument. Allez-y. Bonjour. Alors, je me demandais en fait si dans cette optique un peu d'inscrire le cinéma dans un monde plus en paix, est-ce qu'il y a aussi une interrogation sur les conditions de tournage, sur l'impact des tournages d'un point de vue écologique, parce qu'on sait que le changement climatique, c'est vraiment quelque chose qui va intensifier toutes les injustices sociales, que c'est les populations les plus vulnérables qui vont le plus en souffrir. Et on sait aussi que l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui est malheureusement très polluante, enfin assez polluante en tout cas. Il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup d'avions qui sont pris, beaucoup de voitures dans tous les sens, tous les décors, les accessoires, les tenues, enfin c'est vraiment assez catastrophique. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette interrogation vraiment sur comment on fait pour faire des tournages qui soient plus en respect de nos valeurs qu'on défend ensuite à l'image? C'est pas mal. Hein. On a quand même... Bon. Attention, le changement climatique va provoquer plus de conflits, donc si vous voulez la paix... Et je crois que c'est le débat d'après aussi. Non, mais il y a eu des mesures récentes, et surtout l'association CLAP, qui a déclenché quand même des discussions et même des régulations au CNC, le Centre national du cinéma, où il y a des règles et effectivement, il y a des points positifs lorsqu'un tournage prouve qu'il est plus écologique. Donc effectivement, tout le gaspillage, l'essence, tous ces critères-là. Et par exemple, on a le droit, on a accès, et on a des producteurs, je crois là, on a accès à plus d'argent du CNC lorsqu'on respecte un certain nombre de critères. Donc, on est au début du chemin. Je ne dis pas qu'on a accompli beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est ancré dans tous les esprits, puisque c'est des conditions de production aujourd'hui qui sont prises en compte. Mais j'espère qu'on ira de plus en plus loin et qu'on aille plus vite que la société, puisque la société va à 2 à l'heure et qu'à chaque fois, un camarade à toi qui est président de la République nous invente d'autres raisons industrielles pour ne pas accomplir ce qu'il faut absolument accomplir d'urgence. Voilà, on n'est pas complètement vertueux, mais il y a une conscience, il y a une prise de conscience qui est là
Et j'espère qu'on avancera, sachant que les choses sont pas toujours simples, mais ça, on le dit dans tous les domaines. Mais effectivement, faut qu'on y arrive. Non, c'est très récent, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est très contraignant. Hein. C'est des systèmes qui vous êtes pénalisés, quoi. En gros, voilà. Mais bon, mais c'est vrai que au moment où on tourne Joyeux Noël, donc 2004, c'est des questions qu'on se pose absolument pas. Vraiment. On avait tort, mais c'était 2004, à l'époque où on en était dans nos têtes, quoi. Mais aujourd'hui, non. Ah oui. C'est un barème, quoi. Donc vous cochez des cases et à un moment donné, à l'arrivée, vous n'êtes pas du bon côté, vous êtes sanctionné. Voilà. Mais je me permets, pardon, est-ce qu'au-delà du côté les cases à cocher, le CNC, tout ça, non, bien sûr, mais je veux dire, est-ce qu'il y a aussi vraiment une réflexion personnelle de se dire, ok, je fais des films où je défends des causes sociales, comment je peux être davantage en accord avec ce principe-là, donc justement me dire, ok, trouver d'autres moyens d'imaginer des manières de faire le cinéma, parce que je pense que c'est aussi une imagination qui nous manque, où on s'imagine aujourd'hui que pour faire des films, il faut plein de choses, alors qu'à une époque, il y avait des films qui étaient faits avec beaucoup moins et qui étaient tout aussi beaux, voire plus. Et inversement. À l'époque, il y a longtemps, on faisait déjà des péplums, des trucs monstrueux qui coûtaient des bras. Il y avait même une puissance de feu de l'époque, financière, je veux dire, qu'on a perdue. Hein. Bon, c'est pas si simple. Imaginez des choses... Je pense que... Alors après, c'est peut-être aussi... je pense que la jeune génération qui va arriver intégrera d'emblée ces réflexions-là, alors que nous, même si on ne fait pas notre âge, hein, on n'a pas eu ce réflexe, cette tournure d'esprit au départ. Alors ça vient, c'est sans doute lent, etc. Mais je pense qu'il y a une génération là qui arrive en ayant intégré tout de suite, dès son imaginaire, pour revenir à votre question, cette préoccupation-là. C'est une des missions qu'on s'est données là, hein, avec Cut, en l'occurrence. Donc, vous savez ça. Donc si vous voulez participer, on a créé plusieurs chantiers, dont un chantier qui est effectivement dédié à réduire l'empreinte écologique des films, des séries, des tournages de façon générale, avec l'idée que ça peut se passer à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est déjà une réflexion qu'on peut avoir dès l'écriture, en se demandant quel type de film on va faire. Moi, j'avais eu cette conversation, je le raconte de temps en temps avec Godard, Gare de Lyon. Il voulait qu'on se voit parce qu'il avait vu Demain, je crois, et qu'il voulait qu'on discute. Et il me dit, mais ça coûte combien tes films là? Alors, je dis, là, Demain c'était 1,8 million, Animal c'était 2,4 millions. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Moi, tu me files 200 000 €, 20 personnes et je te fais un film. Mais après, il me dit, et en même temps, je rêve de faire un plan à 1 million. C'est le mépris. Non, mais vous interrogez deux choses, en fait. Et c'est là où, comme dit Christian, le débat est beaucoup plus complexe. Parce que vous interrogez, en fait, le fait que nous, on doit s'interroger dès l'écriture sur cette empreinte carbone et comment faire des films écologiques. C'est juste. Mais nous, en même temps, on interroge notre liberté d'expression. Et la liberté d'expression, parfois, elle n'est pas que dans 200 000 €, 1 million, ou 2 millions, ou 20 millions. C'est qu'est-ce que notre imaginaire nous demande d'exprimer à l'instant T avec nos capacités. Donc, si on faisait que des films à 200 000, qui est la tendance aujourd'hui, il faut quand même faire attention aussi à l'éventail de ce que nous pouvons exprimer à 200 000 €. Donc, peut-être on sera... empreinte carbone formidable, mais est-ce qu'on va exprimer 100% de ce qu'on veut exprimer? Peut-être pas. Alors, est-ce que le pari est gagné ou perdu? Et je voulais aussi dire une chose. La question, c'est comment combiner les deux. C'est-à-dire comment, si l'histoire demande à faire un film à 20 millions, parce que ces 20 millions vont toucher le monde entier par la façon, parce que sinon on est condamné de faire qu'un film dans une chambre. Et pourquoi nous, on ferait que des films dans une chambre et d'autres feraient des films beaucoup plus spectaculaires qui vont attirer plus de spectateurs. Donc, mais comment faire à 20 millions et qu'on soit quand même écologique? Donc la question n'est pas qu'une question de budget. C'est, par exemple, oui, vous parlez de l'avion. Avant, on prenait fréquemment l'avion Paris-Nice.
On va à Nice, on va à Cannes, on prend l'avion. Aujourd'hui, non, on se pose la question, pourquoi l'avion et pas le train, etc., etc. Donc, pour moi, la question n'est pas qu'une question de plus on est pauvre au niveau du budget, plus on est écologique. Ouais. Et aussi une chose, on fait quand même des films pour qu'ils soient vus. Et moi, je pense que l'empreinte, elle est terrible pour la diffusion. Est-ce que vous allez mettre ça sur des réseaux? On disait, il faut le mettre sur... Et vous avez l'empreinte carbone des réseaux? Vous voulez, votre film, il est sur Netflix. Vous avez l'empreinte carbone de Netflix? C'est sans commune mesure avec ce qu'on aura essayé de contenir au moment de la production, la fabrication du film, la diffusion, la bande passante, c'est monstrueux. En l'occurrence, pour un film, le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les spectateurs qui vont en voiture au cinéma. Voilà. Bon. Et pourtant, on a besoin des salles. Mais voilà, donc... Et les clouds, tout ça. C'est monstrueux. Bon. Et je répète, on fait des films pour qu'ils soient vus. Donc... C'est bien qu'ils soient vus dans des cinémas de centre-ville où on peut aller à pied. Voilà. C'est la moralité. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une dernière question? Tout derrière. Alors, venez devant pour avoir accès au micro. Ça n'ira pas jusqu'à vous. C'est où? Vous êtes au bout du fil. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? En fait, je sais pas, parce que moi, je viens d'arriver, du coup, j'ai tout loupé. Je me suis posé la question... On a parlé du couscous. Ouais, je me suis posé la question si en fait on faisait aussi le constat en conscience de comment on a été drivé avec tous les films et tout ce qui a précédé en fait nos imaginaires et qui sont encore le cas dans les séries et qui font qu'en fait on nous fait croire à certaines choses de désirabilité, genre les scènes super violentes, les scènes de cul, la drogue partout, je sais pas quoi encore comme conneries. Et du coup, est-ce qu'on fait ce constat-là, enfin dans votre débat, est-ce que vous en avez parlé de ça, à quel point en fait on n'a pas trop de libre arbitre et on croit l'être, mais en fait on est juste des suiveurs et on nous impose des images très belles avec des films luxueux à l'américaine, ce que vous voulez, mais au final qui contaminent nos esprits et qui nous font croire qu'on doit vivre comme ça pour être heureux. Je sais pas si vous avez parlé de ça du coup. Oui. Génial, alors super. Fallait arriver avant. On a surtout raconté que les films sont partie prenante d'une forme de manipulation. Oui, mais c'est vraiment une pravda, quoi. C'est une guerre de l'information quelque part via les films, mais avec un sucre d'orge entre guillemets autour, parce que c'est des choses auxquelles on prend plaisir. Pas forcément. En fait, je m'exprime mal. C'est une sorte de dictature par le bonheur, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on prend plaisir à tout ça, mais on se rend pas compte qu'à cause de ça, on n'a plus de libre arbitre et qu'on est contaminé par ça, en fait. Pour vous répondre, tous les deux, on fait partie d'une association qui est assez puissante, qui s'appelle l'ARP. Notre combat de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la diversité. L'association des réalisateurs, producteurs, voilà. C'est ça? Oui. Et donc, notre philosophie, c'est, vous avez 100% raison, et Cyril en a parlé tout à l'heure, qu'on est envahi par des points de vue des imaginaires qui s'imposent à nous. Oui, des imaginaires, des points de vue qui sont mercantiles. Ça dure depuis après la guerre. Effectivement, le plan Marshall et les films nous vendaient les produits américains pour qu'on achète les cigarettes, Coca-Cola, etc., etc. Il y a eu un génie qui s'appelait André Malraux, qui a créé le Centre national du cinéma, le fonds de soutien, etc., et qui a déclenché ce combat qui est toujours le nôtre. On a hérité de ce combat, de combattre pour la diversité. C'est-à-dire, notre philosophie, c'est de se dire, tant qu'on est inondé par un point de vue qui veut nous manipuler, notre devoir, c'est de protéger d'autres points de vue qui contrebalancent ce point de vue, effectivement, un peu autoritaire, impérialiste, dictatorial, etc. Notre devoir, c'est d'être en capacité de créer autant de points de vue possibles, subjectifs, mais qui contrebalancent ce point de vue un tout petit peu autoritaire. Tant qu'on arrivera à protéger la diversité et l'indépendance des producteurs et des créateurs, on est à peu près sauvé. C'est de plus en plus compliqué parce que tout est financier. Malheureusement, le cinéma, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas un livre, mais c'est notre combat. C'est notre combat de créer la diversité des regards, des points de vue. Pour l'instant, le cinéma est assez protégé là-dessus et on voit bien l'offre cinématographique est très intéressante
Et aussi, il y a des festivals très importants qui, pour l'instant, survivent. Cannes, en premier lieu, qui donnent l'occasion d'avoir des points de vue. Aussi. Pardon ? Angoulême aussi. Angoulême, Venise, Berlin, Toronto, etc., qui donnent l'occasion de voir ces points de vue très divers venant du monde entier qui nous racontent le monde de points de vue très divers. Donc, on a notre libre arbitre qui peut se faire une idée de ces diversités. La catastrophe, ça sera le jour où, comme vous dites, tout le monde épousera un seul point de vue pour des raisons économiques, idéologiques, etc. Je reviens justement sur ce qu'elle raconte. Effectivement, au lendemain de la guerre, la pression idéologique, comme tu disais, américaine, était énorme. C'est-à-dire que dans le plan Marshall de l'époque, les films américains sont gratuits. Gratuits. Pour les salles. C'est une guerre des consciences, une guerre de l'information. Oui, mais j'ai une... via du ludique. Regardez, je termine mon histoire. Donc, les films arrivent, et en plus, c'est des belles années de production. Autant n'emporte le vent, etc. Donc, ils inondent le marché. Et en 1946, il y a Cocteau qui sort La Belle et la Bête en noir et blanc. Tous les films américains sont en couleur. En 1946, La Belle et la Bête est un flop. Personne ne va voir Jean Marais qui se transforme en bête parce qu'il a reçu une flèche dans le dos à un moment donné. Non, mais... Et la critique assassine le film en disant que Cocteau n'est plus dans l'air du temps. C'est fini. Bon, aujourd'hui, La Belle et la Bête, tout le monde le voit et le revoit. Quel était le film numéro 1 au box-office en 1946 ? Probablement un film américain. Tout le monde s'en tape. Le temps a donné raison, au fond. Donc il ne faut pas être pessimiste. Il arrivera à un moment donné, je crois toujours à ça, c'est qu'à un moment donné, le talent, la qualité, finit par l'emporter. Donc, on est inondé de films de merde qui vous formatent. Bon, c'est sans doute, mais comme disait Claude Lelouch, les films qu'on aime voir et ceux qu'on aime revoir. Eh bien, on se retrouve dans la catégorie ceux qu'on aime revoir. Ils ne seront plus là, les films dont vous parlez. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, mais vous aurez l'occasion de discuter avec nos amis de façon plus informelle. Merci d'avoir été attentif pendant tout ce temps, et j'espère que vous serez là pour la table ronde suivante avec Claire Nouvian et Alessandro Pignocchi sur la question des résistances écologiques. Et ce soir, une petite surprise musicale, un mini concert. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui c'est. J'ai le droit. Bon. C'est publié par. C'est Émilie Loiseau, donc qui va venir faire un petit concert et un DJ set. Donc vous pouvez aussi appeler vos amis et leur dire qu'il se passe plein de trucs au consulat aujourd'hui. Merci à tous.